Alors, monsieur Bella, c'est quoi déjà une eau usée? Oui, monsieur Frodamoun, merci de cette question. La gestion des eaux usées fait en sorte qu'on devrait d'abord expliquer ce que c'est que les eaux usées. Les eaux usées, dans certains pays européens, elle est considérée comme toutes les eaux. Dans certains pays européens, toutes les eaux. Mais comme nous respectons la norme française ici, dans la norme française, les eaux usées sont uniquement les eaux les eaux usuelles, c'est-à-dire de douche, de lavabo, de siphons de sang. Et il y a les eaux vannes qui sont les eaux des WC. Et si on va donc dans le cadre de la norme française, nous avons donc les eaux vannes et les eaux usées. On a les eaux vannes ont un système de traitement. Les eaux usées ont aussi un autre système de traitement. Donc, ce qui fait donc en ce qui concerne les- la gestion des eaux usées, on va beaucoup prendre le domaine domestique, c'est-à-dire des particuliers. Et dans ce domaine-là, il y a un traitement qui est classique, c'est-à-dire une fosse dans le sens des ménages. Et on peut aller dans les mini-stations, dans des ménages un peu plus consistants. Et on peut aller même dans des stations, des stations, les grandes stations en ce qui concerne les ménages assez consistants et même les domaines publics comme les murs. Donc, ça, c'est en fait ce qu'on peut dire pour un premier jet de la gestion des eaux usées. Donc, les eaux usées dans la norme française concernent les eaux vannes, les eaux, les eaux usées usuelles des cuisines, des douches, des baignoires, des lavabos. Celles-là sont considérées comme les eaux usées. Donc, voilà. Donc là, nous allons nous attarder sur les eaux. Comme monsieur Bella a dit, il y a plusieurs types des eaux usées. Nous n'allons pas ici faire allusion aux eaux usées industrielles pour nous limiter aux eaux usées de ménage. Alors, monsieur Simo, comment doit être géré ces eaux-là dans les projets? Oui, il faut dire que quand on parle d'eau usée ici, c'est effectivement ce que M. Bela a dit tout à l'heure. Et c'est des eaux qui proviennent évidemment, n'est-ce pas, des baignoires, des kits de douche, des eaux de siphon, des eaux de cuisine. Euh, Comment est-ce qu'on gère? On gère les eaux usées dans un bâtiment. On les évacue quelque part qui est adapté. Et à ce niveau-là, il faut noter qu'il y a des équipements. Bon, on va se limiter plus ou moins dans notre environnement. Permettez qu'on reste dans notre environnement. On ne doit pas aller à l'extérieur parce que nous sommes dans un environnement bien défini. Si on va dans le cadre, n'est-ce pas, de l'habitat et des maisons d'habitation, les eaux usées sont conduites directement vers ce qu'on appelle le puisard. C'est-à-dire, quand on les canalise, ces eaux, on les envoie vers le puisard. Donc, voilà ce que je peux dire de prime abord. OK. Alors, monsieur Bella, pour l'aspect un peu plus technique, dans les eaux usées de ménage, nous avons deux types des eaux usées. Dans les eaux vannes, on avait précisé tout à l'heure, qui souvent s'appellent les eaux grises. Et nous avons aussi les eaux usées de ménage, les eaux de bain et autres là. Comment est-ce que la gestion de ces eaux se font dans notre environnement? Oui, pour parler maintenant de la gestion proprement dit, ces eaux en réalité sont séparées, ont des chemins différents. En ce qui concerne les eaux vannes, elles, elles atterrissent par sortie des appareils, elles atterrissent dans un regard, le regard qui retient, qui décante une première partie avant d'aller dans la fosse septique ou la mini-station. C'est la fosse septique maintenant qui traite cette eau-là et l'achemine
vers le puisard parce que la fosse est reliée par le puisard lorsqu'elle a fini de traiter. Bon, maintenant, par contre, les eaux usées de douche, de baignoire, de lavabo et des siphons de sol, elles sorties des appareils, elles arrivent aussi dans un regard. Mais maintenant, il faut préciser que ce regard-là peut être enrichi. Ce regard peut être enrichi dans le sens que il peut avoir un pré-traitement qui fait en sorte que soit on va avec cette eau dans le puisard, soit on pré-traite, on le met dans la nature directement par un caniveau qui va vers la nature. Avant d'envoyer cette eau dans la nature, elle doit suivre un traitement. Un traitement par la Progelande, par tout ce qu'on connaît. Donc, c'est à peu près ça le cheminement des deux eaux, c'est-à-dire les eaux usées. Elles ont un traitement qui est, puisqu'elles sont moins nocives, elles sont moins agressives. Donc, elles peuvent subir un traitement à la sortie du bâtiment, dans le regard. On peut créer un filtre, un traitement par le filtre qui soit en bois dans la nature. Il faut absolument qu'il soit traité avant d'envoyer dans la nature. Bon, si on ne veut donc pas l'envoyer dans la nature, on ne veut pas le traiter, on l'envoie directement dans le puisard qui va envoyer dans la terre directement. Ok. Alors, monsieur Soumo, j'ai envie de vous demander, est-ce que le fait d'envoyer ces eaux usées directement dans le puisard ne crée pas un danger pour l'environnement? Oui, avant même d'arriver là, il faut dire que ce que M. a dit est important. Envoyer les eaux usées dans la nature, ça a souvent c'est un rôle. On appelle ça l'épandage. C'est-à-dire, on envoie dans la nature beaucoup plus, peut-être parfois pour essayer de gérer le jardin. C'est-à-dire, ça permet d'arroser de manière naturelle certains jardins en envoyant comme cela. Maintenant, est-ce que cela crée les colonies dans la nature ou pas? En réalité, elles sont canalisées. Le puisard ici, c'est quoi? C'est cet élément qui reçoit tout et disperse dans la nature. Ça a un problème dans la nature dans la mesure où on a, par exemple, à côté de ce puisard, un puits, par exemple, un puits d'eau qui permet d'alimenter. Là, c'est un problème. Ça veut dire que ces eaux-là peuvent impacter directement sur la qualité de la nappe d'eau qu'on utilise pour pouvoir alimenter. Et là, les normes demandent qu'on observe un certain rayon, n'est-ce pas? Une certaine distance de séparation avant de faire cela. Ça a un impact direct sur la nature à partir de ce moment-là. Donc, ça revient à la même problématique qu'on avait tout à l'heure, qui est de savoir les habitudes de fonctionnement. Dans notre environnement, c'est que c'est monnaie courante de voir les puits ou les forages parce que c'est difficile d'arriver dans un quartier aujourd'hui où il n'y a pas de puits ou de forage. Donc, traiter ces eaux de la mauvaise façon revient à créer beaucoup de dangers, puisque on ne peut pas dire qu'il y a une maison où il n'y a pas de forage ou de puits. Donc, du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas urgence à revoir notre système de gestion de ces eaux-là? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'aucuns envoient les eaux usées dans la nature ou alors dans le puisard. Et dans la plupart des projets ou des chantiers que nous avons visités, on se rend compte que d'aucuns prennent directement ces eaux-là sans les traiter au préalable et les envoient directement dans le puisard. Est-ce qu'il ne faut pas remettre en question cette façon de faire? Bon, Aussi car cette façon. ça savoir d'abord déjà qu'il y a une réglementation à cela. Il y a une réglementation qui existe dans la norme française. Bon, maintenant, cette réglementation dit exactement ce que vous venez de dire là, c'est-à-dire que lorsque ces eaux sortent de la maison, elles vont directement dans le puisard. Le puisard a ce rôle-là de recueillir et
et de faire infiltrer cette eau dans le sol. Mais par contre, lorsqu'il y a maintenant, comme M. Simou disait tout à l'heure, lorsqu'il y a un forage, un puits d'eau dans les environs, il y a une distance. Et il y a même l'environnement qu'il faut suivre. Un puits d'eau en aval d'un puisard. Donc, quel qu'en soit le cas, il va, puisque le courant va faire en sorte qu'il y ait contamination. Donc, il y a donc un certain respect des normes de vérification avant de faire ces constructions-là. Donc, il faut absolument vérifier ça. Et on va toujours dans le sens à se rapprocher toujours des spécialistes pour pouvoir faire cette étude-là avant de s'engager à creuser quoi que ce soit. Donc, en réalité, nos mairies doivent avoir, selon les normes, doivent avoir un service de contrôle qui vérifie tout cela, même dans l'attribution des remis de bâtures, il y a cette vérificatoire-là qui doit être soutenue. Mais bon, malheureusement, dans notre contexte, c'est pris légèrement à la légère. Et c'est un travail qui doit être fait avant la construction. C'est quelque chose de très important. Et là, en plus, la population doit savoir que aucune eau usée, quelque nature que ce soit, ne doit se déverser directement dans la nature. C'est interdit. C'est-à-dire que vous avez votre domicile, il y a un caniveau qui passe devant votre maison, vous prenez vos eaux usées, vous la mettez dans ce caniveau, vous êtes dans l'infraction. Oui, ça c'est vrai. Mais de plus en plus, dans les projets, on se rend compte que cet aspect-là est beaucoup négligé. Est-ce que lors de vos conceptions, vous prenez en compte tous ces paramètres-là, monsieur Sim? Oui, en fait, lorsqu'on fait un projet de construction, il y a, comme l'a dit monsieur là, il y a certains plans qui sont exigés. Et vraiment, là, je parle de plan de masse architectural, où à la base, on positionne chaque élément. Je dis bien chaque élément. Ça veut dire, s'il y a un puisard, il est positionné en tenant compte, n'est-ce pas, du projet et de l'espace que nous avions. D'ailleurs, dans les mairies et dans certaines mairies au Cameroun, on exige par exemple un certificat de salubrité, d'hygiène de salubrité. En réalité, c'est un document qui montre que ce qu'on va exécuter sur le terrain respecte un certain nombre de normes. Ça veut dire, si je prévois faire un puisage, il va recevoir mes eaux usées et que je prévois faire un puits, il pourrait que je respecte ce rayon de distance, parce que c'est un rayon. Ce n'est pas une distance comme longueur, mais c'est un rayon qui contourne, qui permet que l'eau qu'on va mettre ne soit pas polluée. Est-ce que c'est possible dans notre environnement, monsieur, si c'est possible? Parce qu'on se rend compte qu'on va voir quelqu'un qui construit sa maison et à 10 mètres, il a un puits. Son voisin est à moins de 5 mètres, il vient de dire son épuisard. Ici, en fait, il s'agit de sensibiliser la population. C'est-à-dire, il faut sensibiliser les gens. Il faut que les gens comprennent qu'en fait, elles se mettent en mauvaise posture, en mauvaise position par rapport à leur propre santé. Vous voyez un peu. Et à ce niveau, c'est souvent difficile. C'est pas un peu d'urbanisation. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un problème d'urbanisation. C'est un problème de mise même en pratique. Il faut dire que dans notre environnement, on a les meilleurs textes, hein, mais on a un problème d'application. Donc, si on entre dans les lois qui régissent l'urbanisme au Cameroun, je vous assure, vous verrez que tout cela a été pensé. Mais le problème, c'est l'application. Comment on fait pour appliquer ce qu'on a pensé? Alors, monsieur Bella, on a souvent pour habitude de dire que la meilleure eau, c'est l'eau du forage. Mais avec ces pratiques que certains collègues mettent en œuvre dans certains projets, est-ce que cette eau-là peut encore être la meilleure comme d'aucuns l'avaient pensé? Là, il faut déjà d'abord commencer à enlever ce terme-là
que la meilleure eau, c'est le domaine. Donc, lorsqu'on fait les des forages, il y a des forages qui se retrouvent avec avec des taux de maillerie qui sont très forts. Bon, bref, des éléments nocifs, voilà, qui sont nocifs pour la santé. Et cette eau-là est beaucoup plus pour les travaux et les consorts et tout. Donc, en réalité, toutes les eaux du forage ne sont pas bonnes à boire lorsqu'on fait les études. Il y a certaines catégories de forages qui ne sont pas propres à la consommation humaine. Donc, il faut déjà lever cette étude un peu. Bon, maintenant, pour répondre à votre question, le, le forage en lui-même n'est pas un problème, puisque on résout un problème. Un problème, c'est le problème de l'eau. Donc, lorsque quelqu'un fait l'initiative de faire un forage et qu'il a effectivement de l'eau, mais lui, il se contente de ça. Et vous ne pouvez pas lui enlever ce doigt-là, puisqu'il a besoin de cette eau pour construire. Donc, en fait, le forage, c'est une très bonne chose. Mais il faut savoir que c'est l'eau de ville. C'est-à-dire que l'eau courante. Ce sont les eaux souterraines. Voilà, c'est l'eau de ville. L'eau de ville qui est la meilleure eau. Bon, maintenant, les eaux souterraines qui sont Les mobilisations d'eau, ces eaux de surface se retrouvent dans le sol. voilà, les eaux de forage qui sont dans les environs de tout l'environnement dont on vient de parler, et avec des puits qui sont utilisés sur autre chose et des cabinets d'aisance qui sont dans les environs. Quel qu'en soit le cas, ces forages sont pollués. Ça va être pollué. Bon, la majorité des forages vont un peu plus loin dans le sol. Ça, c'est aussi vrai. Il faut faire la différence entre pluie aménagé et le forage. Parce que dans la catégorie que vous êtes en train de parler, c'est plutôt les pluies aménagées qui ne vont pas très loin dans le sol, qui sont faits d'une manière artisanale. Et c'est ça qui est problématique parce que c'est favorable à toute infiltration nocive à l'intérieur du sol. Ok. Bon, moi, j'ai envie de dire, est-ce que ce qu'on appelle forage, en réalité, c'est pas un puits? Il faut dire qu'un forage, c'est un puits, mais ce n'est pas un puits vulgaire. Vous voyez déjà de par l'épaisseur. Quand on fait un forage, c'est un rayon, oui, le diamètre, c'est un rayon très infime. Et c'est à l'échelle 1/10, ou j'allais dire 1 centième, oui, parfois 1 centième d'un puits aménagé normal. Parce que le forage, pour moi, et le puits, la différence se trouve au niveau peut-être de la profondeur. Parce que ce sont toujours ces eaux souterraines-là qui sont mobilisées et qui vont être captées à travers les pompes. En réalité, ce que vous dites ne peut pas être justifié qu'à ce niveau. C'est-à-dire, rien qu'au niveau, non, c'est pas ça. Oui, je parlais tout à l'heure des dimensions. Quand vous avez un gros coup, excusez-moi d'utiliser ces termes. Si vous avez un gros coup, c'est un coup qui est exposé à toutes sortes d'infiltrations. Vous avez un petit coup, il est mieux protégé. Donc, vous voyez que quand vous avez un forage et un puits aménagé, il y a même une notion de protection. Même si après, on peut faire les puits aménagés et on les couvre pour ne pas avoir l'infiltration externe. Mais il faut dire que le forage a ceci de particulier, comme il disait d'abord, c'est déjà que quand on a fait une étude, parce qu'il faut déjà dire comment ça se passe en forage. Pour faire un forage, on fait d'abord à la base des études, des études géophysiques. Ils permettent de voir jusqu'à quel niveau il faut aller pour ouvrir la vraie roche, la bonne roche. Parce que généralement, il y a plusieurs couches d'eau qu'on traverse avant de trouver la bonne eau. Or, il y a des forages où on ne fait pas d'études. Il y a des gens qui font des forages sans faire d'études au préalable. Il y a dans tous les cas, un forage où les études sont faites
fait en sorte qu'on va à une profondeur beaucoup plus importante. Et on va On parfois peut aller dans 200 mètres, 300 mètres, même parfois, et avec, ça doit être comme, je crois que c'est généralement autour de ça, une partie de 100 en descendant. Quand on a trouvé cette roche-là, on a l'eau de roche qu'on recueille pour pouvoir alimenter. Or, le puits aménagé, il est difficile de voir un puits aménagé qui va plus de 5 câbles. je peux me dire que c'est impossible. Quand on parle de puits, ce sont les zones qui vont creuser et creuser à 50 mètres pour un homme, c'est calme. On est déjà ouvert à certains gages. Oui, bon, personnellement, je me dis, une fois qu'on fait une modulation d'eau souterraine, quelle qu'en soit la profondeur, c'est ces eaux qui sont dans le sol qui vont se retrouver en dessous. Même si vous retrouvez la roche, comme on l'a dit tout à l'heure, les eaux de surface, qui sont souvent un certain profondeur, ou bien alors qui sont souvent dans la terre, vont ruisseler à un moment donné et se retrouver à côté de l'eau de la roche. Oui, M. Fada. Il faut savoir que la manière que le forage est exécuté, elle est exécutée d'une manière professionnelle, avec des machines et des tubes. Oui, vous comprenez. Ce qui fait que ces tubes-là constituent Une barrière. une barrière. Et elle va loin dans la nappe, elle va chercher la nappe souterraine, qui est la grande nappe, pour que nos eaux de surface atteignent la nappe là. Elle est très compliquée. Ça veut dire, oui, quand on fait cette remobilisation-là, on va mettre tous ces éléments-là et ces éléments vont empêcher à l'eau-là, qui se retrouve souvent au niveau de la terre, de se retrouver dans le forage proprement dit. Exactement. À 90% des forages sont exempts de toute infiltration. Ok. Et comment est-ce qu'on se retrouve avec les forages pollués? Il faut dire que le forage n'est pas, en fait, ce n'est pas parce qu'on fait un forage qu'on ne respecte pas les normes de repère et un certain nombre de choses. Même quand il faut faire le forage, il faut bien vérifier que tout autour, on n'est pas des puisards et tout le reste. On voit un peu. Ici, la sécurité dont M. Belaram fait part, c'est que le forage est mieux protégé que le puits aménagé. D'où l'importance d'abord bien traiter nos eaux de ménage. Bien évidemment, que ça va exactement. Oui, pour le traitement de nos eaux de ménage, c'est vrai qu'on ne met pas souvent l'accent dessus, mais c'est un préalable et c'est-à-dire qu'il ne demande pas de négociation. En réalité, Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qui est automatique. Automatique. D'où l'importance de faire avec les professionnels. Parce que c'est un domaine vraiment très sensible et qui ne devait pas être confié à n'importe qui. tout simplement, il faut dire que nous avons un problème sérieux. C'est l'amateurisme que certains prennent, la négligence que certains prennent à faire un certain nombre de choses. Et je vous assure, de ce Fodor, ces choses ont des séquelles énormes sur notre santé. Avec, on va voir l'apparition de plusieurs maladies. Et ces choses. Pour accuser la sorcellerie. Je vais vous dire quelque chose, nos bâtiments, ça vous donne la vie, ça vous précipite aussi tout à la mort, hein, si vous ne prenez pas, n'est-ce pas, un certain nombre de précautions à la base. Mais ça, c'est clair. Parce que je disais récemment à un collègue que quand on n'a pas une compétence dans un certain domaine, il ne faut pas s'aventurer. Donc, parce que tu as vu l'argent que tu vas aller prendre le travail de quelqu'un n'ayant pas les compétences, il faut. Pourquoi ne pas se rapprocher d'un collègue qui est professionnel de ce domaine-là? Tu peux peut-être faire la tutorie chez quelqu'un, mais maintenant, quand il va s'agir de la gestion des eaux usées, fais-toi peut-être un collègue qui a plus d'expérience que toi. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'aventures, comme on avait dit tantôt, dans notre domaine et qui créent beaucoup de dégâts. Et moi, j'avais dit, Monsieur Bila, comment est-ce que vous faites pour éviter tous ces paramètres-là au quotidien? Bon, il faut avouer que la collaboration au niveau de la technique, du manœuvre au technicien, à l'ingénieur, à l'architecte, est très compliquée. C'est-à-dire que les manœuvres ne s'entendent pas entre eux, les techniciens ne s'entendent pas entre eux,
les ingénieurs ne s'entendent pas entre eux. Et même les architectes qui ont les autres, quand il faut défendre d'une manière individuelle quelque chose, il se met en individuel. Donc, ce qui fait que le fait donc que la collaboration est compliquée fait en sorte que chacun voit l'autre comme un adversaire. Hein? Chacun voit l'autre comme un adversaire. Et puis maintenant, tu te mets dans une situation telle que si tu peux prendre un professionnel, par exemple, tu es peut-être un plombier. Maintenant, tu peux prendre un professionnel du puits. Je prends l'exemple. Immédiatement, le maître d'ouvrage va voir en toi Un incompétent. un incompétent. C'est aussi automatique là, et ce qui fait que il commence plutôt maintenant à prendre l'autre comme un seigneur, alors qu'il oublie que tu allais prendre quelqu'un pour mieux faire son travail. Tout à fait. Donc, c'est un travail qui doit être un travail de société qui est à la resensibiliser, c'est-à-dire qu'à reformater. C'est-à-dire que de l'ouvrier au technicien jusqu'à le maître d'ouvrage, que cette mentalité-là, il faut que nous laissons ça. Pourquoi? Parce que quand toi, le technicien, tu as vu même ta limite et que tu peux prendre quelqu'un voilà, qui est capable de résoudre un problème pour satisfaire le maître d'ouvrage, dès que le maître d'ouvrage se rend compte que bon, tu allais prendre du secours, il ne voit pas ça dans le sens que tu veux produire un bon travail, mais il voit plutôt que tu es défaillant et il commence plutôt à traiter et à prendre plus considérer l'autre. Et conséquence, ça fait que des gens font des bricoles, ils s'accaparent un domaine qu'ils ne maîtrisaient pas et il fait n'importe quoi. Peut-être que je vais essayer de dire quelque chose. En fait, un projet, c'est comme de la musique. C'est-à-dire, c'est chacun qui fait sa part dans le projet pour qu'à la fin, le projet soit une réussite totale. Généralement, ce qui se passe, c'est que nous sommes avec des maîtres d'ouvrage qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Je ne parle pas d'honnêteté avec l'autre, avec les collaborateurs, avec ceux qui font le projet. Je parle d'honnêteté avec soi-même. Quand vous faites confiance à un professionnel ou à une équipe de professionnels, faites-le entièrement confiance. Cette honnêteté dont je parle entre maîtres d'ouvrage, c'est une honnêteté que nous devions être capables de dire au maître d'ouvrage. Non, ce n'est pas mon champ d'action. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous m'avez compris dans la rue, vous m'appelez ingénieur, je vous dis, je ne suis pas ingénieur. Je ne rêve pas d'être ingénieur. Ça ne me passe pas par la tête. Je suis architecte. Un point, c'est tout. Bon, entre parenthèses, c'est quoi la différence entre un architecte et un ingénieur? Un ingénieur, je ne sais pas, je ne peux pas définir un ingénieur. Excusez-moi, je préfère poser cette problématique directement parce qu'en réalité, il n'y a pas un ingénieur. Il y a plusieurs catégories d'ingénieurs. Il y a un ingénieur électrique, il y a un ingénieur hydraulique. Et je prends là-devant, je préfère rester dans la barre du bâtiment. Il y a ingénieur structure. Vous voyez un peu, il y a plusieurs catégories d'ingénieurs. Quand on fait un projet, on dit qu'on a vu un ingénieur, en réalité, on n'a rien dit. C'est comme si vous faites un projet, vous allez voir quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent, il a investi quelque part, il est devenu entrepreneur. Vous dites que vous avez compris un entrepreneur. Excusez-moi, entrepreneur, ça ne veut rien dire. On demande que compétence pour être entrepreneur. Quand vous allez voir un professionnel, il faut qu'il vous dise véritablement qui il est. Ingénieur quoi? Oui. Et le rôle d'un architecte, c'est quoi? Le rôle d'un architecte C'est le chef d'orchestre d'un projet. Le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre. Ça veut dire c'est lui qui pense le projet et c'est lui qui fait exécuter le projet. Pas un ingénieur. Pas des ingénieurs, pas des techniciens, pas des manœuvres et pas tout ce qui est derrière. On a l'habitude de dire qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est le capitaine du bateau de votre projet. Ok. Donc, on doit retenir que l'architecte, c'est celui-là qui conçoit Il conçoit le projet, qui suit la mise en œuvre. L'architecte, c'est la première
est la dernière personne à quitter dans un projet. C'est-à-dire, c'est le premier qu'on contacte, c'est le dernier dont on se sépare. Parce que quand votre projet est terminé, j'ai parlé de conformité. On commence avec lui et on finit avec lui. De toutes ces mauvaises pratiques, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de réglementer secteur d'activité par secteur d'activité? Comme les architectes, vous avez votre ordre, les ingénieurs, les ordres. Et tout à l'heure, j'ai entendu M. Bela nous faire comprendre qu'il était aussi dans cette optique-là de mettre sur pied Un syndicat, je peux dire un mot, je ne sais pas, il faut dire que c'est une idée magnifique de s'organiser pour pouvoir réguler, n'est-ce pas, une certaine profession. C'est important parce que il y a des professions qui sont peut-être pas importantes dans notre société, mais qui sont d'autant plus importantes parce qu'on a compris. Et c'est là qu'ensemble, véritablement, qu'on peut faire quelque chose. Dans le syndicat des plombiers, que vous êtes sur le point de mettre, je vais dire, c'est une très belle initiative et j'en appelle, n'est-ce pas, à tous les plombiers. Ils vont me suivre à joindre ces syndicats parce qu'on est fort ensemble, on n'est pas fort seul. Donc, mettez-vous ensemble, construisez quelque chose de solide. Il va de la profession. Et la profession, elle est beaucoup plus forte, n'est-ce pas, que les personnes. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'il faudra aller jusqu'au bout. Oui, une fois j'ai échangé avec un de vos collègues qui me faisait comprendre que si tu veux t'adresser à un ingénieur, tu peux te rapprocher de l'urbanisation, un acheteur, c'est pareil. Mais les autres corps de métier, tu ne sais pas à qui t'adresser. Oui. Et c'est le désordre total. De l'époque, on connaît les limites de certaines pratiques, mais maintenant, chacun va individuellement, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de limitation dans le secteur. Et moi, je me dis, des initiatives comme ce que M. Bella a décidé de prendre, ce sont des initiatives que nous devons beaucoup encourager car il faudrait vraiment des initiations là pour réguler le secteur. Et je ne sais pas à quel niveau ça se trouve actuellement parce que c'est vraiment capital dans notre secteur d'activité. Oui, j'avais déjà répondu à cela, que nous sommes en bonne voie et que le dossier est en train d'être monté pour être déposé. Bon, maintenant, il faut savoir que nous nous sommes rendus compte que nous étions importants pour la société. Mais malheureusement, nous étions pas considérés. Et le fait que chacun évoluait de son côté nous fragilise encore un peu plus. Et nous sommes donc rendus compte qu'à la lumière des autres corps comme les architectes, les ingénieurs et consorts qui sont respectés parce qu'ils sont ensemble, ils sont dans un corps qui fait en sorte qu'on les respecte. Et pourquoi pas nous? Et c'est dans cet élan-là que nous me sommes dit et que nous avons pris la résolution que désormais, il va falloir que nous ayons un corps fort et qui va permettre de nous résoudre nos problèmes, de résoudre les problèmes des travaux, de résoudre même les problèmes de la population parce que tellement tout le monde s'y mêle qu'on ne sait plus exactement. Et il y a les problèmes d'insécurité. Il y a la sécurité du technicien lui-même qui peut se faire kidnapper dans une maison. Il y a la sécurité de la population par ceux qui entrent dans les domiciles. Donc, il faut absolument gérer ce phénomène-là. Et ça ne peut que passer par une organisation comme celle que nous sommes en train de mettre en place. C'est pour ça que nous souhaitons que tous ceux qui sont du corps viennent nous rejoindre parce qu'il y a même encore les postes qui sont vacants. Nous souhaitons que les gens viennent occuper ces postes-là et que notre profession aussi fonctionne comme les autres. Et dans le bien-être surtout, c'est surtout la population qui sera dans main et l'État qui va avoir un nouveau corps aussi qui est organisé, qui va nous prendre en considération. Alors, ce que j'ai envie d'ajouter à la suite de M. Glass, c'est que au jour d'aujourd'hui, nous créons plus de mal que de bien dans notre secteur d'activité parce que rien n'est réglementé et chacun fait comme il veut. Vous avez vu tous ces policiers d'avoir énuméré.
les problèmes de gestion des eaux usées, les problèmes de moisissure. Vous arrivez dans une ville là, vous voyez les bâtiments, les très beaux bâtiments, mais qui ne reflètent pas la beauté qu'elle devait refléter. Pourquoi? Parce que le travail n'est pas bien fait. Parce que chacun arrive, il fait comme il veut. Or, si le secteur d'activité est réglementé et qu'il y a des normes à respecter à travers les syndicats comme ça, vous allez voir beaucoup de choses vont bien se faire. Et il y aura les choses qui ne vont plus être des véritables problèmes pour la société. Donc, sur ce mot, nous allons mettre fin à l'émission. Nous allons remercier nos invités qui nous ont apporté les plus et nous disons merci d'avoir participé à cette émission.